Parlons maintenant du lobe pariétal. Le lobe pariétal est situé en arrière du sillon central, au-dessus de la césure de Sylvius et en avant du sillon pariéto-occipital. Il joue un rôle fondamental dans ce qu'on appelle la sensibilité, la perception, l'intégration et même la localisation du stimulus sensoriel. À sa surface, plusieurs sillons viennent subdiviser le cortex pariétal. Nous retrouvons notamment le sillon postcentral ainsi que les sillons intrapariétals. Ces sillons délimitent plusieurs régions importantes, à savoir le gyrus postcentral, le lobule pariétal supérieur, le lobule pariétal inférieur, et au niveau du lobule pariétal inférieur, nous retrouvons également deux structures importantes: le gyrus supramarginal et le gyrus angulaire. Ces régions jouent un rôle majeur dans l'intégration du langage, la lecture et l'écriture. La première grande aire fonctionnelle du lobe pariétal est le cortex somatosensoriel primaire qui correspond aux aires 3, 1 et 2 de Brodmann. Le cortex somatosensoriel primaire est localisé principalement au niveau du gyrus postcentral, immédiatement en arrière du sillon central. Son rôle est de rendre conscient les sensations provenant du corps. Les informations sensitives y arrivent principalement par les voies ascendantes, notamment le faisceau coordonal postérieur ainsi que les voies spinothalamiques. Nous détaillons ces voies sensitives dans la vidéo consacrée au faisceau ascendant. Et aussi, comme pour le cortex moteur, le cortex sensoriel possède également une organisation somatotopique appelée homunculus sensitif. Dans cette représentation, les membres inférieurs se situent principalement sur la face médiale de l'hémisphère. Plus latéralement se trouve la représentation du tronc, puis des membres supérieurs, et enfin la région la plus inférieure et latérale correspond à la représentation sensitive de la face. Là aussi, certaines parties du corps occupent une surface corticale beaucoup plus importante que d'autres. Les lèvres, la langue et surtout les mains possèdent une représentation sensitive particulièrement développée. Cela s'explique par leur richesse en récepteurs sensitifs et par la grande précision sensorielle nécessaire à leur fonction. Plus une région corporelle reçoit des fibres sensitives, plus sa représentation corticale est importante. Mais percevoir une sensation ne suffit pas, le cerveau doit également être capable d'interpréter cette information. C'est précisément le rôle du cortex somatosensoriel associatif. Le cortex somatosensoriel associatif est situé principalement dans le lobule pariétal supérieur et correspond à l'aire 5 et 7 de Brodmann. Il reçoit les informations déjà rendues conscientes par le cortex somatosensoriel primaire et les analyse afin de leur donner une signification. Cette région permet d'évaluer la forme d'un objet, sa taille, sa texture, son poids ou encore sa position dans l'espace. Grâce à cette aire associative, une personne peut reconnaître un objet simplement en le touchant, même les yeux fermés. Par exemple, lorsqu'on place un stylo dans la main d'un individu sans qu'il puisse le voir, le cortex somatosensoriel primaire lui permet de sentir l'objet, tandis que le cortex associatif lui permet d'identifier qu'il s'agit précisément d'un stylo. Et cette fonction de reconnaissance tactile est appelée stéréognosie. Le lobe pariétal contient également une région extrêmement importante, le cortex associatif postérieur, encore appelé aire d'association multimodale. Cette région est principalement située à la jonction entre les lobes pariétal, temporal et occipital. Son rôle est fondamental car elle permet l'intégration simultanée de plusieurs informations sensorielles différentes. Pour bien comprendre cela, prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une route, votre aire visuelle analyse la voiture que vous voyez arriver, votre aire auditive perçoit le bruit du moteur et le klaxon du véhicule, tandis que votre aire somatosensitive analyse la position de votre corps et l'équilibre pendant le mouvement. Toutes ces informations arrivent d'abord dans leur cortex primaire respectif, puis dans leurs aires associatives spécialisées. Ensuite, ces différentes informations convergent vers le cortex associatif multimodal où elles sont fusionnées afin de produire une réponse cohérente et adaptée à la situation. Le cortex associatif multimodal constitue donc une véritable plateforme d'intégration cérébrale permettant au cerveau d'unifier plusieurs informations sensorielles en une perception globale du monde extérieur. Parlons maintenant du lobe occipital. Le lobe occipital est situé à la partie postérieure de l'hémisphère cérébral
et il est séparé du lobe pariétal principalement par les sillons pariéto-occipital, particulièrement visible sur la face médiale du cerveau. Sur sa face latérale, sa séparation avec le lobe temporal se fait de manière plus conventionnelle par une ligne imaginaire reliant les sillons pariéto-occipital à l'incisure préoccipitale. Le lobe occipital contient les sillons occipital supérieur, les sillons occipital inférieur, ainsi que les gyrus occipitaux supérieurs, moyens et inférieurs. Dans sa face interne, nous avons le sillon pariéto-occipital et le sillon calcarin qui délimite le cuneus. Et juste en haut, nous avons le précuneus au niveau pariétal. Le lobe occipital est essentiellement spécialisé dans le traitement de la vision. Sa principale aire fonctionnelle est le cortex visuel primaire, correspond principalement à l'aire 17 de Brodmann. Cette région est située de part et d'autre du sillon calcarin sur la face médiale du lobe occipital. Lorsque nous regardons un objet devant nous, par exemple un ordinateur, les photons lumineux stimulent d'abord les photorécepteurs de la rétine. L'information visuelle est ensuite transmise par les nerfs optiques, puis partiellement croisés au niveau du chiasma optique. Les fibres poursuivent ensuite leur trajet dans les bandelettes optiques vers le corps gênouillé latéral du thalamus avant de rejoindre le cortex visuel primaire par les radiations optiques. Nous détaillons entièrement cette voie dans la vidéo consacrée aux voies visuelles. Le cortex visuel primaire ne fait cependant qu'une première analyse élémentaire de l'image. Il perçoit principalement la présence du stimulus lumineux, son orientation et certains contrastes simples. L'information est ensuite transmise au cortex associatif visuel situé autour du cortex visuel primaire et qui correspond aux aires 18 et 19 de Brodmann. Cette région est beaucoup plus complexe car elle analyse la forme de l'objet, sa taille, sa couleur, sa texture visuelle, son mouvement, sa position dans l'espace ainsi que son identité. Le cortex visuel associatif compare ensuite cette image aux souvenirs visuels déjà enregistrés dans la mémoire afin de reconnaître l'objet observé. Donc, je pense qu'on arrive déjà à comprendre les principes de fonctionnement des différentes aires primaires ainsi que leurs aires associatives. C'est grâce à cette région que nous sommes capables d'identifier un visage familier, de reconnaître une voiture ou encore de lire un texte. Si le cortex visuel primaire fonctionne normalement, mais que le cortex associatif est lésé, l'individu peut voir l'objet sans parvenir à l'identifier. Ce trouble est appelé agnosie visuelle. Le patient voit parfaitement l'objet, mais ne peut plus lui attribuer une signification correcte. Parlons ensuite du lobe insulaire. Le lobe insulaire est une région du cortex cachée dans la profondeur de la césure de Sylvius. Pour l'observer, il faut écarter les lèvres supérieures et inférieures du sillon latéral. L'insula joue un rôle important dans l'intégration des sensations viscérales et émotionnelles. Elle reçoit des informations provenant du cœur, des poumons, du tube digestif, des viscères abdominaux ainsi que des systèmes autonomes. Elle participe ainsi à la perception consciente des sensations internes du corps comme la douleur viscérale, la sensation de faim, la nausée, la dyspnée et encore certaines perceptions cardiovasculaires. L'insula contient également une partie importante du cortex gustatif impliqué dans la perception du goût. Elle possède enfin de nombreuses connexions avec le système limbique et intervient dans l'intégration émotionnelle des sensations corporelles. Finissons avec une note d'embryologie. Cette notion devrait normalement être au début de la vidéo, mais je trouve cela trop technique, voilà pourquoi j'ai voulu finir avec elle. Elle fait suite à notre vidéo sur l'embryologie du télencéphale et nous allons voir comment s'organisent les couches au niveau du cortex cérébral afin de bien comprendre leur fonctionnement. Revenons sur notre schéma d'embryologie de base. Nous avions dit qu'au niveau du télencéphale, la lame alaire devient extrêmement développée et forme le pallium, futur cortex cérébral. Au départ, ce pallium reste une structure relativement simple constituée essentiellement des cellules neuroépithéliales organisées autour de la cavité ventriculaire. Mais progressivement, ces cellules vont proliférer, migrer, puis se différencier afin de construire le cortex cérébral mature. Il faut bien comprendre qu'au début du développement, les futurs neurones ne se trouvent pas à la surface du cerveau comme chez l'adulte. Ils naissent profondément au contact direct de la cavité ventriculaire qui est tapissée de l'épendyle. Donc, la grande question est la suivante. Comment ces jeunes neurones quittent-ils les régions profondes pour aller former cette immense couche périphérique qu'est le cortex cérébral ?
Pour répondre à cette question, il faut comprendre l'un des mécanismes fondamentaux du développement cérébral, qui s'appelle la migration neuronale. Pour cela, le cerveau embryonnaire utilise un système de guidage particulièrement sophistiqué appelé glie radiaire. Les cellules de la glie radiaire sont des cellules embryonnaires spécialisées qui vont s'étendre de la profondeur ventriculaire jusqu'à la surface du cerveau. Elles constituent des véritables rails biologiques le long desquels les cellules neuroépithéliales vont migrer. Les jeunes neurones s'attachent à ces prolongements gliaux, puis remontent progressivement vers la périphérie du cerveau. Les premiers neurones qui arrivent s'installent dans les régions les plus profondes du cortex cérébral, puis les nouveaux neurones produits secondairement traversent les couches déjà formées afin de se déposer sur les régions superficielles. Autrement dit, les neurones les plus récents migrent au-delà des neurones anciens. Ce mode d'organisation est appelé inside-out. Cela signifie que les couches corticales profondes se forment en premier, tandis que les couches superficielles apparaissent plus tardivement. Ce mécanisme est fondamental pour comprendre l'architecture définitive du néocortex. Progressivement, le cortex cérébral acquiert alors son organisation caractéristique en 6 couches cellulaires superposées. La première couche, située immédiatement sous la pimaire, est appelée couche moléculaire ou plexiforme. Elle contient relativement peu de corps cellulaires neuronaux. Les couches profondes sont quant à elles riches en grands neurones pyramidaux dont les axones quittent le cortex pour rejoindre des structures sous-corticales. C'est notamment à partir de ces neurones que naissent les faisceaux cortico-spinaux. Donc voici un petit résumé général sur l'anatomie et le fonctionnement du cortex cérébral. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos.